La mission opérationnelle transfrontalière est une agence technique qui vient en aide aux acteurs de la coopération transfrontalière. Elle a une première mission, c'est celle d'accompagner le montage des projets de ceux qui souhaitent s'engager dans la coopération transfrontalière, donc aux frontières. Elle apporte une assistance technique, une assistance de terrain, afin donc de permettre donc le montage de ces projets aux frontières, mais également derrière, elle est là pour assurer la remontée des besoins auprès des pouvoirs publics. Cela fait 20 ans effectivement que la MOT existe sous une forme associative. Cela lui permet en fait de présenter aujourd'hui une expérience riche de terrain, mais également donc d'échanges avec les pouvoirs publics au niveau national et en Europe au niveau des institutions européennes. Au jour d'aujourd'hui, la MOT présente donc 70 adhérents et elle cherche à exporter cette expertise sur d'autres terres, afin donc de faire bénéficier donc les acteurs de la coopération transfrontalière sur d'autres continents de cette expérience et de sa maîtrise du sujet. Depuis environ 10 ans, la MOT travaille notamment avec les Nations Unies, le Club du Sahel, l'OCDE ou encore la CEDEAO. Elle cherche également à exporter cette expertise sur d'autres continents, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais également l'Amérique centrale, puisqu'elle cherche à assister les acteurs de la coopération transfrontalière entre Haïti et la République dominicaine. Donc, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE a fait appel à la MOT dans le cadre de son programme de travail partenarial 2017-2018 pour élaborer d'une part une analyse au niveau macro des agglomérations transfrontalières de la région d'Afrique de l'Ouest, voir s'il existe des villes frontalières qui sont plus ou moins intégrées dans des projets de coopération transfrontalière. Et d'autre part, pour élaborer un guide pratique sur les leviers financiers et juridiques pour les projets transfrontaliers dans ces espaces, notamment sur la thématique de l'adaptation au changement climatique, qui est évidemment un enjeu crucial pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'objectif global de cette étude est véritablement d'encourager les projets transfrontaliers en matière d'adaptation au changement climatique. Et cette étude devrait donc être disséminée dans de grands événements d'envergure internationale qui vont rassembler des collectivités africaines notamment. Par exemple, Africité qui a lieu en novembre 2018 à Marrakech. Et également le sommet de Climate Change qui a eu lieu à Abidjan en juin 2018, lors duquel les conclusions préalables de l'étude ont pu déjà être présentées et confrontées au regard des acteurs locaux d'Afrique. Alors, les acteurs locaux ont été impliqués dans cette étude de différentes manières. Tout d'abord, à travers les nombreux entretiens qui ont été organisés dans le cadre des études de cas. Pour élaborer les études de cas sur donc les 3 sous-régions frontalières que nous avions choisies, l'idée était vraiment d'analyser la situation et les enjeux climatiques du point de vue des acteurs locaux qui en ont une très bonne connaissance et qui ont pu nous aider à identifier quels sont les obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur projet, également quels sont leurs besoins essentiels pour mener des projets transfrontaliers d'adaptation. Donc ça nous a permis ensuite de pouvoir orienter nos recherches sur les dispositifs de financement et les cadres et outils juridiques qui leur seraient utiles. Ensuite, les acteurs locaux ont été impliqués dans tout ce qui a été la relecture de notre analyse juridique et également du guide méthodologique que nous avons produit, de manière à s'assurer que les outils que nous avons produits, l'analyse que nous avons produite serait bien opérationnelle, serait bien exacte tout d'abord et bien sûr opérationnelle et possible d'être appropriée par les acteurs locaux à la suite de l'étude. Pour ça, de ce point de vue-là,
c'était vraiment très important pour nous que les acteurs locaux puissent avoir la main sur ces conclusions que nous allions porter, également des recommandations sur le lieu du plaidoyer en fait. Enfin, nous avons été en relation étroite avec le maire d'une commune au Burkina Faso, donc monsieur Aziz Diallo, maire de la commune de Dori, également président du C3 Sahel. Nous l'avons accompagné lors du sommet de Climate Change à Abidjan, où il a pu s'engager politiquement avec d'autres acteurs locaux et régionaux d'Afrique pour l'action climatique au niveau local. Donc nous avons entendu ses besoins en termes de renforcement des capacités, en termes d'accès aux dispositifs de financement et à des outils juridiques pratiques et compréhensibles. Et donc nous avons essayé d'identifier avec lui 2 ensembles de projets que nous allons retravailler ensemble pour les mener ensuite vers une phase plus aboutie, que ce soit les amener vers des facilités de préparation de projets ou bien des dispositifs de financement avec un argumentaire solide sur la valeur ajoutée du projet en transfrontalier pour l'adaptation au changement climatique de cette région transfrontalière du Sahel. Je dirais que la contrainte principale des acteurs du transfrontalier dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'une manière générale l'opérationnalisation des outils existants. Puisque d'une part, donc les financements existent, les sources de financement existent, d'autre part, les outils juridiques également existent, donc il y a un certain niveau de décentralisation au sein de chaque État, des outils juridiques disponibles sont présents, des transferts de compétences ont été menés jusqu'à un certain point, et effectivement c'est l'opérationnalisation de tous ces éléments qui fait défaut malheureusement actuellement. En effet, à l'étude donc des différents États, des différentes zones transfrontalières de l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte que très souvent, les acteurs locaux sont secondés, voire remplacés dans leurs actions au niveau des frontières par les autorités nationales. En fait, que ce soit au niveau de l'accès au financement, donc les acteurs locaux n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas non plus cette possibilité de se positionner pour pouvoir les demander, pour pouvoir monter en fait les dossiers de demande. Ce sont en fait les autorités nationales qui prennent le relais. C'est plus ou moins également le cas à échelle propre, au niveau donc des outils juridiques existants. C'est-à-dire que l'État, souvent dans les zones étudiées, donc va inscrire des éléments de décentralisation, va permettre à une certaine décentralisation, un certain processus de décentralisation de se déployer, mais malheureusement cela reste imparfait. En réalité, les outils sont prévus, mais souvent, donc les décrets d'application, peut-être les moyens financiers, humains ou autres ne sont pas mis à disposition. C'est ce qui fait en fait que souvent la décentralisation qui est essentielle afin de permettre aux acteurs locaux de s'engager dans des projets de coopération transfrontalière directement ne sont pas effectifs. Ainsi, effectivement, nous pouvons préconiser en tant qu'action politique au niveau local donc dans un premier temps, peut-être faire appel à un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le terrain, tels que des délégations nationales de l'Union européenne, ou encore des agences locales, des banques de développement comme l'AFD ou la GIZ, qui peuvent en fait agir en tant qu'intermédiaires, afin, dans un premier temps, de permettre au niveau national de rendre effectif ce processus de décentralisation, à rendre effectif l'action des autorités locales, et au-delà, à un niveau régional, de permettre donc l'adoption d'un certain nombre d'outils qui sont également utiles pour offrir un cadre d'action à toutes ces collectivités locales, à tous ces acteurs locaux. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, vous savez, il y a aujourd'hui la Convention sur la coopération transfrontalière qui n'est toujours pas entrée en vigueur, qui n'est toujours pas ratifiée. Pourquoi pas faire une action politique dans ce sens-là ?
Effectivement, il y a des besoins de financement importants pour les collectivités territoriales qui veulent s'emparer du sujet de l'adaptation au changement climatique, que cela soit des besoins d'infrastructures ou tout simplement de former les acteurs locaux et les populations pour s'adapter au changement climatique, être plus résilients face aux catastrophes. Ça peut être de l'ordre des crues du fleuve Niger qui vont inonder des plaines et donc détruire des habitats, détruire les cultures. Ça peut être du côté de l'agglomération de Dori et Terra, des sécheresses qui vont entraîner la migration d'éleveurs qui vont ensuite se confronter avec d'autres populations de paysans locaux, créant ainsi des conflits qui mettent en péril la stabilité régionale. Et enfin, il faut savoir qu'un tiers de la population d'Afrique de l'Ouest réside sur les zones côtières, ces zones qui sont très sensibles à la montée des eaux et au recul du trait de côte. Donc pour cela, il y a besoin d'investir dans des infrastructures et de la formation du niveau local. Il y a également des possibilités d'agir en transfrontalier depuis l'échelle locale avec des solutions basées sur la nature. Pour cela, il faut que les collectivités puissent avoir accès à de la finance climatique. Le problème est aujourd'hui que la finance climatique est très dispersée. Il y a des multitudes de financements disponibles qui sont très peu connus, ou lorsqu'ils sont connus, en fait, ils ne sont accessibles que par les acteurs du niveau étatique, ce qui pose problème dans la redistribution jusqu'au niveau local, y compris parce que cela freine le temps des projets. Et c'est vraiment un des principaux obstacles qui a été vraiment identifié par les acteurs locaux dans le cadre de l'étude, c'est que les interactions avec le niveau national, d'autant plus lorsqu'il s'agit de coopération transfrontalière, puisqu'on a 2 ou 3 États, cela freine grandement le développement du projet. Il y a vraiment des besoins d'articulation, mais c'est quelque chose qui pose problème. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le cadre de la finance climatique qui est donc dispensée par le Fonds vert pour le climat, qui est une des initiatives les plus connues, la distribution ne peut se faire qu'à travers la Banque africaine de développement qui va ensuite distribuer ces financements au niveau étatique avant que le niveau étatique puisse bien évidemment redistribuer ces financements pour des enjeux qui auront été identifiés au niveau étatique, au niveau national, dans les régions et en transfrontalier, c'est d'autant plus compliqué que les financements actuels ne prennent pas vraiment en compte cette possibilité d'agir en multi-pays. C'est quelque chose qui complique les choses. Voilà. Donc, de notre point de vue, il est vraiment important que les collectivités territoriales puissent avoir accès directement à la finance climatique. C'est une recommandation qui est portée également par d'autres réseaux d'acteurs comme CGLU, le Fonds mondial pour le développement des villes, la coalition financement de Climate Change. Alors bien entendu, il est compréhensible du point de vue des banques de développement qu'il faut avoir des interlocuteurs crédibles et solvables pour pouvoir recevoir ces financements et les dépenser au mieux. Toutefois, nous pensons qu'une articulation entre les différents niveaux, le niveau national, le niveau régional, le niveau local, est possible dans le cadre de stratégies climatiques adaptées au niveau local et portées par le niveau local et appuyé par les acteurs nationaux. Selon nous, et c'est vraiment ce qui transparaît de cette étude, c'est que les villes, donc le niveau local, est vraiment au plus près des populations et donc apte à comprendre les besoins du territoire et les situations récurrentes qui peuvent se passer du fait des changements climatiques. Ce sont les villes véritablement qui prennent les mesures d'urgence et qui peuvent également œuvrer sur la planification, donc l'adaptation au changement climatique sur un plus long terme. C'est vraiment ce qui est important. D'autant plus en Afrique de l'Ouest que l'information climatique n'est pas disponible à une maille fine. C'est-à-dire qu'on a globalement une information sur l'évolution possible, donc différents scénarios possibles pour les changements climatiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais pas au niveau des différentes régions, éventuellement au niveau des pays, mais pas à un niveau plus fin, au niveau plus local.
En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de microclimats du fait de la présence de forêts, de la présence de courants marins. Donc vraiment, l'accès à l'information climatique ne peut se faire en fait que en connaissant la situation des territoires, c'est-à-dire en vivant sur les territoires. C'est pour cela qu'à notre sens, les villes sont vraiment les mieux placées pour agir, également parce que les municipalités doivent faire le lien avec les populations et trouver des solutions lorsque les risques se présentent. C'est d'autant plus important et c'est vraiment une recommandation qui est portée par d'autres réseaux d'acteurs qu'on se rend bien compte que le niveau supranational, le cadre des conférences climatiques des COP doit chaque année se justifier d'exister et d'apporter quelque chose, d'apporter vraiment des résultats. Le niveau national, souvent centralisé, n'a que peu connaissance des besoins des territoires ou pas forcément la capacité technique, humaine d'œuvrer en ce sens. Donc c'est vraiment au niveau des villes que l'action climatique peut être menée pour aller plus vite, pour des villes plus résilientes au changement climatique. On est dans un contexte d'urgence et donc chaque action qui peut être mise en place est utile et c'est au niveau des villes que cela va le plus vite. La limite qui se pose à cela est évidemment la capacité technique des municipalités pour pouvoir engranger des projets. C'est vraiment un problème de capacité des acteurs, capacité technique, capacité humaine. Et les villes ont donc besoin de s'appuyer sur des relais, que ce soit d'autres acteurs non étatiques comme des ONG, des réseaux d'information ou des réseaux d'acteurs pour coopérer et donc avoir un résultat plus concret dans leur action climatique.